Allez-y, hein. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter gestion de la maintenance industrielle, TPM, Total Productive Maintenance. Travail réalisé par Fri Abdelrahman, Cheb El Ahlem, Bchir Mohamed Hamdenis. Plan. Premièrement, définition. Deuxièmement, les objectifs de la TPM. Troisièmement, les 8 piliers de la TPM. Et finalement, quiz. Définition de la technique de maintenance TPM. La TPM naît officiellement au Japon en 1970 est l'une des outils principaux dans la mise en œuvre d'une démarche plus qu'un outil. La TPM est une démarche qui vise l'amélioration des processus et des activités de maintenance. La signification de l'expression TPM. Maintenance. Maintenir en bon état, c'est-à-dire réparer, nettoyer, graisser, accepter d'y consacrer le temps nécessaire. Product. Assurer la maintenance tout en produisant. Total. Considérer tous les aspects. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue Abdelrahman. Bonjour tout le monde. Voici les objectifs de la TPM. Donc, c'est construire une culture pour améliorer l'efficience du système de production, réduire l'effet pompier grâce à la mise en place d'une maintenance productive plutôt que curative, baisser les coûts de maintenance, assurer la disponibilité performante. Voici cette image. Donc, on a la maintenance préventive. On a aussi le département de la maintenance. Donc, voici la maintenance préventive. Et voici donc le TPM. Donc, je passe la parole à mon collègue Ahlem. Merci Abdo. On va présenter les 8 piliers de la TPM. Les 8 piliers qui répartis en 2 familles de 4. La première, c'est amélioration de l'efficience du système de production. C'est amélioration au cas par cas, maintenance autonome, maintenance planifiée, amélioration des connaissances et des savoir-faire. Et la deuxième famille, c'est mise en place des conditions idéales de la performance industrielle. C'est maintenance de la qualité, l'efficience des services connexes, sécurité, l'environnement, maîtrise de la concept des produits. Et comme l'indique cette figure, il est divisé par les 2 familles. La première, amélioration de l'efficience du système de la production, qui est répartie par les 4. Et la deuxième famille, c'est mise en place des conditions idéales de la performance industrielle, qui les 4 sont. Et je passe la parole à Abdou. Merci Ahlem. Donc, on va passer. Donc, on a un quiz. Donc, on a 2 questions. En quelle année la TPM a-t-il été mise en œuvre pour la première fois? Donc, on a en 1970. C'est la réponse. Est-ce qu'il y a des... Et la deuxième question, c'est quels sont les 8 piliers de la TPM? Donc, comme l'a dit mon collègue Ahlem, donc il y a 8 piliers de la TPM. Il y a l'amélioration au cas par cas, on a la maintenance autonome, on a la maintenance planifiée, l'amélioration des connaissances et des savoir-faire, on a aussi la maintenance de la qualité, l'efficience des services connexes, la sécurité avec l'environnement bien sûr, on a huitièmement, c'est la maîtrise de la conception des produits. Merci. Khalil, présentation. Hein. Vous laissez la présentation.
La première remarque, ça, je vous remercie pour la présentation. Les informations sont pertinentes. Les informations sont correctes. J'ai quand même quelques remarques sur les fautes de français. Lorsqu'on prépare une présentation, il faut faire attention aux fautes de français. Il y a pas mal de fautes qui sautent aux yeux. Et au moins, lorsque vous lisez, lorsque vous préparez une présentation, maintenant se planifier. Ça se fait pas, qui lit directement de la diapositive. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Par exemple, j'ai quelques questions à poser. Vous n'avez pas numéroté les diapositives. Donc, je ne peux pas revenir à chacune des diapositives pour poser des questions. D'accord ? Une dernière remarque sur les quiz. On appelle quiz une question à choix multiples. Des questions à choix multiples. Et ce que vous avez présenté, ce sont des questions simples, mais ce ne sont pas des quiz. D'accord ? Donc, oui, le quiz, c'est-à-dire des QCM. Et lorsque vous choisissez les questions des QCM, il faut que la réponse soit directe et facile. Lorsque vous posez la question, quels sont les 8 piliers de la TPM, après une présentation de 5 minutes, à 10 minutes, on ne peut pas se souvenir de 8 piliers. D'accord ? Mais, Ahlim, tu peux balayer doucement les diapositives pour voir si je vais me rappeler des questions. D'accord. Juste, voilà, la TPM, pour dire que nous avons présenté la TPM, on doit avoir des objectifs, on doit savoir les objectifs principaux de la TPM et les 8 piliers. C'est ça, par définition, ce que veut dire la TPM. Bien sûr, l'explication des termes, elle est aussi intéressante, mais principalement, je pense 5 objectifs et 8 piliers. Je vais vérifier tout à l'heure. Hein? D'accord? Passez. Oui, madame. Passez بالفلاش بالواحد أحلام. Flèche de dessous. C'est né au Japon comme la majorité des notions récentes de la maintenance. Donc, les notions classiques sont nées à partir de quel moment? À partir de la deuxième, à partir des années 50. Les notions récentes, c'est au Japon vers les années 70, c'est-à-dire le Japon a amélioré les notions existantes. D'accord? C'est la définition. Maintenant, c'est avec ces deux types, ou bien maintenir un état en bon fonctionnement, le bien en état de bon fonctionnement, ou bien rétablir. On introduit la notion de productivité dans la maintenance, c'est-à-dire exploiter, collaborer pour avoir une bonne production. Et le total, c'est-à-dire ça prend en considération la maintenance, la production et une notion très très importante pour la production, c'est la sécurité. Donc vous avez remarqué que le mot sécurité existe dans un pilier de la TPM. D'accord? Continuez. Hein? Continuez, Ahmed. Donc les objectifs, principalement, minimiser les coûts plutôt comme objectif final, minimiser les coûts et minimiser une pratique qui va participer à ça, qui va principalement participer à ça, c'est la minimisation de l'effet pompier. C'est-à-dire éliminer quel type de maintenance? La maintenance corrective. C'est éliminer la maintenance corrective. Donc, déjà, la mise en place d'une maintenance productive plutôt que curative. On ne cherche pas de réparer, mais plutôt d'avoir une bonne production. Et assurer la disponibilité aussi, c'est une des pratiques qu'il faut avoir. Ce qui manque dans les objectifs, c'est assurer une sécurité. C'est un objectif très, très important de la TPM. Pour les piliers maintenant, les barres de diapositive 7.
Qui peut nous expliquer cette diapositive? Vous avez juste lu ce qui est écrit. Nous avons la maintenance site qui a présenté, nous avons la maintenance préventive, nous avons la maintenance productive et la TPM. Donc, tous les flèches, ce sont des relations. Qui peut nous expliquer un peu la relation entre ces types? Voilà, l'évolution, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire par ces flèches ou ces notions de maintenance préventive? Pour passer, madame, pour passer de la maintenance préventive vers la maintenance productive, on a l'existence de la département de la maintenance qui fait. Hein? Oui. Et donc, à la fin, on a la TPM. Donc, c'est la participation de tout le monde. C'est Les l'objectif étapes final. nécessaires, madame, C'est pas qui fait pour Béchir. Oui. les étapes nécessaires pour arriver enfin à la TPM, madame. Ce sont les éléments nécessaires pour dire que nous avons mis en place la TPM dans notre entreprise. Nous devons avoir un système de maintenance préventive bien décrit, un objectif de maintenance productive et Hataloken n'est pas un département de maintenance, une maintenance organisée. On peut ne pas avoir un département de Mais il y a une organisation de maintenance. et l'objectif de la TPM ne peut être assuré qu'avec la participation de tout le monde. Participation Maintenance consentement. participative. C'est كيفاش أحلام؟ لا juste معاك معناها. D'accord. Assez, hein? Dans les piliers, ben, on va revenir aux piliers. Ben, ce qui est à retenir pour le moment, c'est que nous avons 8 piliers séparés en 2 familles. Ouais. On va revenir aux piliers dans la présentation du cours tout à l'heure. C'est le pilier le plus connu de la TPM, qui a un objectif d'amélioration de l'efficacité de tout le système de production. Ce que nous connaissons tous, c'est la maintenance autonome et la maintenance planifiée, comme tout à l'heure. Maintenance planifiée, c'est un adjectif, moi je planifie à la fin ER. On peut tolérer ça dans un document, à ma présentation, c'est très d'accord. Faites attention à ce genre de fautes. Donc, la maintenance autonome, la maintenance cas par cas, je m'en ai amélioration au cas par cas. مش au cas par cas c'est au cas par cas. Cas par cas, monsieur. أي مش au cas par cas, c'est à cas par cas. Ah, ok. Au cas par cas, AE, ماهيش OE, c'est AE. AE, au cas par cas, je m'en ai. C'est-à-dire quoi? De toute. كل شيء madame normalement. بالكا madame. يعني بالإتاب étape par étape باش تلقى فيها amélioration معناها. Étape par étape. Et la maintenance planifiée. Quel type de maintenance sera planifié? Qu'est-ce qu'on va planifier surtout? Quel type de maintenance? On va planifier les machines? Qui fait? La question est pour tout le monde. Hein? Pour tout le monde. Les 3 restants. Tout le monde. Sandra, Raif, Souhail, vous pouvez répondre. Selon l'importance de la machine. Et on va planifier quoi? On va planifier les machines ou les interventions? Planifier les plans de machines. Planifier les interventions. Mais quel type d'intervention? Quel type d'intervention sera planifié facilement? Plus facilement, disons. On a combien de types de maintenance? 3. Ouais. 3 avec l'améliorative. Principalement de Préventive, corrective. Préventive ou productive. Voilà. Préventive et corrective. Quel est le type qui est facilement planifié? Préventif. Ben, est-ce qu'on peut maintenant planifier la maintenance corrective dans le cadre d'une TPM ou est-ce qu'on peut faire ça? Normalement, non. Mais si on a dit comme un cas de figure, lorsque nous avons un stock de pièces de rechange
est-ce que ça peut pas être considéré comme une planification de la maintenance corrective? On dit un stock de rechange, de pièces de rechange. C'est comme si je vais faire quoi en fait? Comme si je vais réduire les temps de réparation. Donc, comme si j'ai planifié, si la date est inconnue pour moi, mais je me suis préparée à la maintenance corrective. D'accord? Mais une planification, mais une préparation, mais une vraie planification, mais une préparation de ressources au moins. Si par exemple, lorsque je recrute des ouvriers ou des employés, des maintenanciers dans le cas général, lorsque je recrute les maintenanciers, par exemple, j'ai besoin de 5 maintenanciers pour la maintenance préventive, et je recrute 6 employés. J'ai envisagé une charge supplémentaire qui peut être utilisée pour une charge des ressources main-d'œuvre disponibles pour exécuter les opérations de maintenance corrective, par exemple. Donc, comme si j'ai planifié le correctif. Donc, concrètement, on ne peut jamais planifier la maintenance corrective, mais réellement, on peut se préparer à ça. D'accord? Donc, c'est le premier pilier, l'amélioration de l'efficience. Qu'est-ce qu'on appelle efficience? Vous avez vu ça dans le module supply chain. C'est quoi l'efficience d'un système de production? L'efficience. Vous avez eu la partie sur les indicateurs de performance dans le supply chain. Oui ou non? Oui? Oui ou non? Je suis seule là? Oui, madame. Oui? Donc, c'est quoi l'efficience? Au moins la différence entre efficacité et efficience. Non? D'accord. Passez. C'est la même chose, madame. C'est la même chose. Non, il y a l'efficience, l'efficacité et la pertinence. La pertinence, oui. La différence entre efficience et efficacité maintenant. Quand tu as avec la pertinence, c'est pas grave. L'efficience, c'est le rendement, madame. Oui. Donc, on prend, pour la fixation des objectifs, on considère les ressources. Donc, c'est le couple, la comparaison, l'utilisation de ressources pour fixer des objectifs. Par contre, l'efficacité, c'est objectif, réalisation. Objectif et réalisation. Donc, l'efficacité, c'est comparer ce que nous avons réalisé par rapport à ce que nous avons fixé. Si on atteint un objectif, notre objectif, on est efficace. L'efficience, c'est est-ce que ce que nous avons réalisé est adéquat avec ce que nous avons comme ressources. Si je peux gagner 10 000 dinars par mois, ou je gagne 5 000 dinars, ou mon objectif est 5 000 dinars, je suis efficace, mais pas efficient. D'accord? C'est de la même chose pour une chaîne de production. Quand on dit une ligne de production qui peut avoir, qui peut avoir, on reste sur ça, une cadence de 3 000 pièces par jour, et elle ne fait que 2 000 pièces par jour, où l'objectif c'est 2 000 pièces par jour, la ligne est efficace, mais pas efficiente. D'accord? Passer. Donc, c'est la mise en place de conditions idéales, en assurance de conditions idéales des performances industrielles, bien évidemment. Ça évoque l'objectif de la sécurité, que ce soit pour le personnel ou pour l'environnement. D'accord? On est la maîtrise de la conception des produits. Tout à l'heure, mais vous n'avez pas dit la conception. D'accord? La conception de produits, c'est-à-dire commencer l'optimisation de la chaîne de production depuis l'idée de produit à produire. D'accord? L'optimisation commence à partir de l'étape de conception. D'accord? Vous êtes passé directement directement, vous êtes passé le diapositive 10. Alors, vous êtes passé directement le reste des piliers. Alors, vous n'avez pas expliqué tous les piliers qui m'ont mal tous les deux premiers. Hein? Diapositive 10, Ahlem. Hein? 10. Voilà. Oui, madame, on est en retard. Ah, ok, je sais que ça m'a
D'accord. بدي معاك. Mais, donc, هذوما les 8 piliers. Vous êtes demandé à avoir une idée sur ça. Vous êtes demandé à être capable de faire la différence. Est-ce que un objectif fait partie ou pas des piliers de la maintenance de la TPM? Peut-être pas apprendre par cœur ça. Donc, les 8, ils sont 8 piliers déjà, sont divisés en deux familles. Les deux familles sont liées à quoi? La première famille, c'est une amélioration de l'efficience et la deuxième famille, c'est la mise en place des... Ah, attends, je me suis Les aperçue. conditions idéales, madame. Ah, je me suis aperçue. Vous n'avez pas présenté les piliers, vous avez présenté les familles de piliers. Ah, les piliers. Ah, d'accord. Avec Alès, vous avez présenté deux uniquement. La présentation des familles, non pas pilier par pilier. Je comprends. D'accord. Hein? Ok. D'accord. Il y en a je me suis un peu perdue apparemment. Mais la remarque sur les quiz, donc il faut présenter des quiz. Déjà, c'est bien de présenter des questions. Vous avez pris en considération les remarques. Et ce qui manque, à part la numérotation, sont les références bibliographiques. D'accord? Il fallait D'accord, madame. pour les prochaines présentations. Mais merci pour la présentation. Merci. Tu peux arrêter Merci pour votre attention. Merci. Tu peux arrêter le partage, Ahlim. Et n'oubliez pas de partager la présentation dans le drive. D'accord? D'accord, madame. مدام كل واحد ولا جوست وحده في الجروب؟ C'est la présentation. Ok. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Est-ce que vous voyez la présentation? Ouais. D'accord. Donc, je vais résumer, voilà, reprendre un peu ce que vos camarades ont présenté et enrichir un peu ce qui a été dit. D'accord? Bon, peut-être, je ne me suis pas préparée à la présentation. Je ne sais pas si elle est bien faite ou pas. Mais ce n'est pas grave, on va s'arranger. Hein. C'est une version, est-ce que c'est une version finale ou pas? Déjà, il lui manque la numérotation. Je vais ajouter la numérotation et on va commencer tout de suite. D'accord? Voilà. Alors, ce que nous allons voir, en plus de ce qui a été présenté par vos camarades, je vais commencer par un tout petit aperçu historique sur la TPM. On va répondre à la question c'est quoi la TPM? La réponse a été déjà donnée, c'est Total Productive Maintenance, c'est la maintenance productive totale. On va introduire la TPM par une présentation de ce qu'on appelle les sources de perte de temps, parce que l'objectif global de la TPM, c'est la minimisation des sources de perte de temps. Quand tu fais les piliers, par exemple, vous allez trouver pratiquement pour chaque pilier, il y a un objectif de minimisation des pertes du temps. On va introduire aussi la notion de taux de rendement synthétique en relation avec la TPM, avec la maintenance, avec la production. C'est l'indicateur de performance le plus utilisé dans l'industrie. Ça peut être appliqué sur la production en améliorant l'efficacité. Pour la maintenance, on va travailler sur la performance, sur la disponibilité des équipements. On va voir ça. Je vais présenter les 5 principes et les 8 piliers de la TPM. Ce sont les données de base de la notion TPM. Et je vais finir par une présentation rapide de la démarche de la mise en place de la procédure TPM. On dit procédure, on dit philosophie TPM. Et à la fin, je vais partager sur votre Classroom quelques exercices sur l'indicateur, sur le KPI TRS, en relation avec la TPM certainement, avec la disponibilité des équipements. D'accord? Alors, la première apparition de la TPM, c'est dans les années 50. Mais ça, qui dit que
qui m'a dit vos camarades, la TPM a commencé ici. Parce que dans les années 50, la notion n'a pas le nombre de TPM. C'était une organisation de maintenance préventive ou prédictive. D'accord? À partir des années 60, la fin des années 60-70, le terme TPM est apparu. Avec Alech, parfois, dans les documents, on trouve que la TPM est apparue dans la fin des années 60 ou dans les années 70. Les mots-clés, c'est surtout la maintenance productive. C'est-à-dire que la maintenance est liée à la production et les deux services, si on a deux services, maintenance et production, ne sont pas en conflit. Ce sont deux services collaboratifs, voire le technicien de production est le même que, il peut assurer lui-même les interventions de maintenance dans certains cas, dans des cas idéaux. Donc, dans les années 50, comme il y a principalement une maintenance curative de récupération du bon fonctionnement après défaillance, c'est la définition de curatif, et l'exécution des opérations de maintenance préventive vitale, la lubrification par exemple. Voilà, si nous avons un organe usuré, on va le remplacer parce qu'on n'a pas le choix, sinon l'équipement ne va pas fonctionner. Et au milieu des années 64, la maintenance peut être considérée comme un élément qui va aider à la production. L'apparition de la TPM a couplé les deux notions production et maintenance. Donc, la TPM, c'est maintenance productive totale qui vise à chercher des améliorations des équipements de production. C'est-à-dire, on effectue des opérations de maintenance pour améliorer la production et non pas pour maintenir ou rétablir un bien en bon fonctionnement uniquement. Donc, si on peut exécuter une opération de maintenance qui va améliorer la cadence, par exemple, on va le faire dans une logique de TPM. L'objectif, c'est l'optimisation du rendement global et non pas des coûts de maintenance uniquement. Cela implique une implication de tous les intervenants dans la production, les maintenanciers, les agents de production, les agents de sécurité, les dirigeants, etc. Donc, c'est une implication continue, quotidienne de tous les intervenants dans la production. La démarche TPM est incluse dans une logique de ce qu'on appelle une démarche d'amélioration continue, avec le cas par cas, l'organisation de la maintenance, la démarche de contrôle continu, vous allez voir ça en détail dans le module système Lean, mais c'est-à-dire que l'amélioration ne s'arrête jamais. Il y a toujours une situation meilleure qui peut être atteinte. D'accord? C'est en gros ce qu'on appelle amélioration continue. Dans l'atelier, on ne peut jamais dire que nous sommes dans une situation idéale. Il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer les rendements, que ce soit rendement technique, rendement organisationnel, la sécurité, que ce soit des équipements ou des employés, etc. D'accord? Et une démarche pour améliorer, voilà, pour mettre en place une amélioration continue et fiabiliser, non pas les équipements, mais toute la production. Donc, fiabiliser les équipements et les moyens de production et les méthodes de production. D'accord? C'est aussi considéré comme une méthode proactive de la maintenance. La TPM est liée fortement à la notion de perte de temps ou analyse de temps. C'est-à-dire quoi? Nous avons des ressources dans le service de maintenance et production. Comment on va exploiter ces ressources? L'idéal, c'est d'exploiter toutes les ressources pour des travaux ou des tâches à valeur ajoutée. Oui ou non? L'objectif, qu'est-ce que ça veut dire fiabiliser l'utilisation de ressources? C'est-à-dire utiliser ces ressources-là à 100% pour exécuter des tâches ou des opérations à valeur ajoutée. Donc, l'analyse de temps, c'est une des analyses qui me présente quelles sont les scénarisations qui peuvent classifier, si vous voulez, les pertes de temps.
comment on peut catégoriser les pertes du temps pour un objectif certainement de diminuer ces temps-là. D'accord? Donc, si on considère le temps total, le temps total, si on considère la journée, ce sont les 24 heures de fonctionnement. Les 24 heures de la journée, pardon. Donc, si on considère la journée, j'aurai un temps total de 24 heures. Bien sûr, toutes les entreprises fonctionnent à 100% du temps total. Il y a ce qu'on appelle le temps d'ouverture. Le temps d'ouverture, c'est lorsque je supprime du temps total le temps de fermeture de l'atelier. Par exemple, une usine qui fonctionne 8 heures par jour. Le temps d'ouverture est égal à 8 heures. Le reste, c'est un temps de fermeture. Est-ce qu'on va fonctionner à 100% du temps d'ouverture? Non. Idéalement, oui, mais réellement, je dois supprimer au moins des temps planifiés pour la maintenance, pour les essais et pour ce qu'on appelle sous-charge pour trouver un temps requis pour la production. Mais le préventif, c'est clair. Les essais, c'est plus ou moins clair. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, si j'ai eu une défaillance et j'ai eu une intervention, le temps qui sépare la date de fin de l'intervention de la reprise de la production de bonne qualité, c'est un temps d'essai. Ouais, là, après un diagnostic périodique ou bien après un changement de matière première. Avec comme ce sont des temps d'essai. Le temps de préventif, c'est le temps planifié de maintenance préventive. Pour le sous-charge, qu'est-ce que c'est la sous-charge? Je connais, qu'est-ce que ça veut dire une sous-charge pour la production? Je dois vérifier si vous êtes là, Inahounia. J'arrive pas à vous voir. Il y a 6 personnes. Mais la sous-charge, c'est lorsque on n'a pas de temps libre, on n'a pas de maintenance à faire ou des trucs comme ça. On ne parle pas de maintenance. C'est Aya qui répond. Voilà. Oui, madame. Mais ce que tu as dit, c'est correct. Et maintenant, on ne parle pas de la maintenance, mais on parle de toute l'entreprise, de l'atelier dans le cas général. Donc, on dit qu'on est dans une situation de sous-charge qui m'a l'efficience de tout à l'heure. Lorsque l'offre de charge, c'est-à-dire le nombre d'employés, par exemple, le nombre de machines multiplié par le nombre d'heures de fonctionnement par jour, dépasse le fonctionnement réel, effectif. D'accord? Peut-être tarfou la surcharge lorsque j'ai un travail à effectuer qui dépasse mes capacités. Oui ou non? Sous-charge, c'est la situation inverse. Lorsque ce que j'ai à exécuter est inférieur à ce que je peux offrir. Donc, je peux faire mieux. Autrement dit, de point de vue charge, que ce soit charge main-d'œuvre ou la charge équipement. Donc, si on supprime du temps d'ouverture, les temps planifiés pour, par exemple, préventive, essai et sous-charge, on va trouver le temps requis. Et ce n'est pas encore terminé. Ce sont des sources de perte de temps. Parce que si j'arrive à exploiter le temps total à 100%, ce sera idéal. D'accord? Exploiter le temps total de 100% par des tâches à valeur ajoutée certainement. Hein? Mais si je supprime de ce que nous avons appelé temps requis, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire arrêt de production. Je vais trouver ce qu'on appelle le temps de fonctionnement, c'est-à-dire le temps réel où les équipements vont produire. Maintenant, produire de bonnes ou de mauvaises productions, pièces conformes à la qualité ou pas, on va discuter ça par la suite. Donc, si je supprime les temps d'arrêt de production, il faut mentionner les arrêts pour la maintenance préventive ne vont pas faire partie des arrêts de production certainement, puisque nous avons comptabilisé ça déjà dans le temps, dans la source de perte de temps pour trouver le temps requis. Donc, si je supprime du temps requis, les arrêts de production, par exemple, pour la maintenance corrective, pour une panne fortuite, inattendue, pour l'absence d'un employé, on va trouver le temps de fonctionnement au cours duquel l'équipement va fonctionner.
Donc, j'ai expliqué, j'ai oublié que j'ai fait ça, c'est pas grave. Donc, les temps d'arrêt peuvent être les temps de réglage, les temps pour panne, des réglages imprévus, hein, les réglages préventifs. Les temps de changement de série aussi, c'est-à-dire quoi changement de série? C'est-à-dire, j'étais en train de produire un produit A, j'ai terminé la commande du produit A et je vais switcher vers une deuxième série. Ça s'appelle le temps de changement. On va voir comment on peut le réparer, comment on peut diminuer l'effet de ce temps de changement de série. D'accord? Si je supprime du temps de fonctionnement ce qu'on appelle les écarts de cadence et les micro-arrêts. Qu'est-ce que ça veut dire écart de cadence? Je trouve le temps net, mais qu'est-ce que ça veut dire écart de cadence? C'est quoi la cadence déjà? Qu'est-ce qu'on appelle cadence? C'est le rythme de la production. Oui ou non? C'est la quantité, si on parle d'une chaîne de production industrielle, c'est la quantité produite par unité de temps. Donc, l'écart de cadence, par exemple, j'ai une ligne de production qui est censée produire 50 pièces par heure et elle ne produit que 45. Ces 5 pièces de différence, c'est un écart de cadence. Les micro-arrêts maintenant, sont ce sont des arrêts qui ont une durée très faible par rapport au temps total de fonctionnement. Par exemple, les arrêts les vibrations de l'équipement sont des micro-arrêts d'une seconde maximum, mais le cumul de cette seconde-là sur toute l'année, ou sur 5 ans, ou sur 10 ans, ça va créer un problème, une perte de temps. Ça peut être les micro-arrêts, même le producteur, l'agent de production ne peut même pas s'apercevoir qu'il y a un arrêt. Donc, il peut avoir un arrêt de quelques secondes et l'équipement va reprendre son fonctionnement normal. D'accord? Je trouve le temps net. C'est-à-dire quoi le temps net? Donc, le temps de fonctionnement, c'est le temps pendant lequel l'équipement va fonctionner. Le temps net, c'est le temps pendant lequel l'équipement va produire. D'accord? Il produit quoi maintenant? Est-ce que vous avez des questions ici? Des questions? Non. Ben, qu'est-ce que l'équipement, la machine, la ligne de production va produire? Va produire deux choses. Une production conforme à la qualité et une production non conforme à la qualité. Donc, si je supprime de ce temps net le temps mis pour produire des pièces qui ne sont pas conformes au cahier de charge du client, on va avoir ce qu'on appelle le temps utilisé pour produire des bonnes pièces qui vont être vendues parce que ce sont les pièces conformes à la qualité. Donc, au cahier de charge. Donc, vous pouvez voir ici que dès 24 heures, on peut trouver des heures, quelques heures dans la journée pour produire des pièces qui vont être vendues. Donc, la somme des pièces réalisées, c'est pendant le temps net et les bonnes pièces produites, c'est pendant le temps utile. D'accord? Théoriquement, les équipements sont censés fonctionner pendant le temps requis. Vous voyez la différence entre le temps utile utilisé pour produire les pièces qui vont être vendues, qui sont considérées comme tâches, les pièces qui sont la conséquence des tâches à valeur ajoutée par rapport au temps planifié, supposé théoriquement être utilisé pour la réalisation de ces bonnes pièces-là. D'accord? L'objectif de toute gestion, c'est de minimiser ces pertes-là, ces sources de perte de temps-là. D'accord? C'est d'agir pour éliminer ces sources de perte de temps. Ces sources-là sont divisées en deux parties. Le temps théoriquement, le temps requis, c'est le temps théoriquement doit être théoriquement utilisé pour la production de bonnes pièces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai déjà planifié la fermeture pour le préventif, l'essai, le sous-charge et la fermeture de l'atelier, fermeture planifiée de l'atelier. Donc, les deux sources de temps d'arrêt, des temps d'arrêt ou des sources de perte de temps organisationnel.
lié à l'organisation de la direction qui a planifié de fermer l'atelier, de n'ouvrir l'atelier que pour 5 heures, par exemple, et fermer pour les 19 heures restantes de la journée. Les sources, le reste des sources de perte de temps peuvent être évitées en appliquant des méthodes bien particulières et des outils, des outils bien particuliers. Par exemple, pour le changement de série, on peut appliquer la méthode SMED. Dans le système Lean, c'est une méthode qui est utilisée pour réduire au maximum, c'est une méthodologie utilisée pour diminuer au maximum ces temps d'arrêt pour changement de série. Pour les arrêts et les pannes, pour les micro-arrêts, pour les écarts de cadence, on peut remédier à ces problèmes de perte, de sources de perte de temps en appliquant les pratiques, les bonnes pratiques de la TPM. D'accord? Avec Alej, c'est très intéressant d'évoquer les sources de perte de temps dans la partie TPM du cours. Est-ce que c'est clair? Quand est-ce qu'on peut exploiter les théories de la TPM ou les notions de la TPM pour diminuer au maximum les sources de perte de temps? D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est clair. Je suppose que c'est clair. Oui, madame, c'est clair. Oui, merci. Et on dit que ça. Donc, on revient à notre TPM ici. On a des exemples de panne et d'écart de cadence. Donc, c'est écrit, on appelle micro-arrêt les arrêts inférieurs à 5, mais ce n'est qu'un exemple. Là, c'est un exemple. Je peux appeler micro-arrêt l'arrêt de quelques secondes. Pour 5 minutes, par exemple, si on considère une entreprise qui fonctionne 24 heures sur 24 et 360 jours par an. Donc, 5 minutes, ce n'est rien devant ça. Mais si j'ai une entreprise qui fonctionne, par exemple, 5 heures par jour, 5 minutes, ce n'est pas un micro-arrêt, mais plutôt un arrêt pour panne. Hein. Donc, là, il faut relativiser les choses. Dans le cas général, les pannes sont peu nombreuses, les micro-arrêts sont fréquentes. Donc, j'ai une répétition assez fréquente de micro-arrêts. On ne peut pas relever les micro-arrêts parce que, comme je vous ai dit, on peut même ne pas s'apercevoir que nous avons ces micro-arrêts-là. Par contre, les pannes doivent être relevées systématiquement dans un système organisé de maintenance, certainement. D'accord? Vous pouvez continuer à voir la différence entre panne et micro-arrêt. Et pour la durée, je répète ici, pour la durée, c'est à titre indicatif. Hein? C'est-à-dire, chaque entreprise, elle peut définir la limite entre le temps d'arrêt pour panne et le temps d'arrêt comme micro-arrêt. D'accord? Oui, madame. Mais par exemple, dans le dernier point ici, le redémarrage après un micro-arrêt, on n'a pas besoin d'une intervention de maintenance. On n'a même pas besoin de ça. Donc, la reprise du fonctionnement est automatique. C'est un arrêt pour réchauffement, c'est un arrêt pour vibration, c'est un arrêt pour une panne qui n'est pas visible et on reprend rapidement le fonctionnement. D'accord? Et parfois, les entreprises ne prennent pas l'initiative de traiter ces micro-arrêts. Mais le cumul, la grande fréquence de ces arrêts-là, qui va engendrer la nécessité de traiter ce genre d'arrêt de la production. D'accord? Et si vous êtes intéressé à la différence, vous pouvez continuer à lire les différentes différences ici. Depuis les temps d'arrêt que nous avons définis ici, on va définir l'indicateur de performance, le KPI le plus utilisé dans l'industrie, que ce soit pour la maintenance ou pour la qualité ou pour la production, c'est le taux de rendement synthétique. Alors, ce taux de rendement synthétique, il est utilisé pour la production, pour la maintenance et pour la qualité parce qu'il est composé de 3 piliers. Le pilier qualité,
le pilier performance, qualité pour la gestion de la qualité, performance pour la gestion de la production, des méthodes de production, et disponibilité pour la maintenance. L'équation avant l'équation, l'utilité de l'indicateur, c'est un indicateur dit global. C'est-à-dire, il prend en considération tous les côtés de la production. Les HOMA principalement, la maintenance, la qualité et la production. Ça s'appelle un indicateur intégrateur puisqu'il donne une visibilité globale sur le comportement de tous les systèmes. Ça permet de mesurer la productivité et rend l'utilisation du process plus efficace. Non. Utilisation efficace du processus de production. Rend l'utilisation efficace, rend l'utilisation du processus plus efficace, voire efficiente. Plus efficient, une utilisation plus efficiente d'un processus de production. Ça permet quoi réellement, concrètement? Ça permet de mesurer les actions en progrès avec le séminaire amélioration continue et contrôle, d'identifier les pertes, que ce soit perte de temps ou autre, et d'analyser ce qu'on appelle le post-goulot qui limite la productivité. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un post-goulot pour la production? Non, madame. Mais lorsque vous avez, par exemple, une chaîne de production, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un post-goulot. Vous allez voir ça en détail dans le système ligne, mais puisqu'on a évoqué ça, je vais essayer de le présenter. Imaginez que vous avez une chaîne de production avec, comment je vais présenter, avec 4 postes. Donc, je vais présenter les postes. Je vais présenter les temps de cycle de chaque poste. On va appeler ça un temps de cycle. Temps de cycle, c'est le temps de l'opération réalisée par un poste. D'accord? Et nous avons 4 postes. Le premier poste, par exemple, il a un temps de, disons, 5 secondes. C'est le premier poste. On va l'appeler P1. Le deuxième poste, P2, supposons que c'est, par exemple, B encore le 5, B c'est 3. Le troisième poste, P3, ça sera, par exemple, le double, donc 6. D'accord? Et le quatrième, on a 4, et le quatrième poste, c'est comme le premier, par exemple, avec 5. D'accord? Quel est le poste qui va conditionner la production? Donc, la production sera avec quel rythme? Le rythme de quel poste? Donc, si ce poste-là, il produit, si le premier poste, il va produire 10, il a un temps de cycle qu'on a de 5 secondes. Et 3 secondes. Juste rapidement, c'est 10 secondes. Et ça, c'est 5 secondes comme le premier. D'accord? La production sera avec quel rythme, à votre avis? La production sera le plus petit. J'aurai une production tous les 3 secondes. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? La pièce va passer sur le premier poste. Elle va passer
5 secondes. 3 secondes sur le deuxième poste. 10 secondes sur le troisième. Et pendant ce temps, le quatrième poste sera en attente. Voilà, il peut fonctionner. Non, il est en attente. Il est en attente. Donc, pendant ce temps, est-ce que je vais continuer à calculer le temps de production, le temps de cycle total? Voilà, je vais arrêter le chronométrage. Je vais continuer à calculer, oui ou non? Donc, la cadence de cette ligne de production formée par 4 postes qui ont des cadences différentes, qui ne sont pas équilibrées, seront conditionnées par le poste le moins rapide, le plus lent. Donc, j'aurai, dans un régime permanent, une production d'une pièce par 10 secondes. Donc, c'est le poste 3 qui va conditionner le rythme de production. Ce poste 3 s'appelle le poste goulot. C'est le poste le plus lent qui conditionne la production, qui impose son rythme de production sur toute la ligne en question. D'accord? Est-ce que c'est clair ce qu'on appelle poste goulot? Madame, c'est clair. Bien, on va revenir à ça, puisque c'est une notion de production. On va revenir à ça avec beaucoup de détails. C'est un défaut de production. Hein. On doit chercher comment on va traiter ce problème-là. Et entre autres, vous allez avoir la notion de équilibrage. Donc, on va équilibrer pour essayer de mais pour atténuer l'influence de ce goulot d'étranglement. Parmi les outils utilisés pour analyser, éliminer le poste goulot, c'est le TRS. C'est la notion de TRS, d'accord? Donc, j'espère que la notion de goulot est un peu claire en attendant plus de détails dans le module système linéaire. D'accord? Donc, le TRS, parmi les utilisations les plus importantes, c'est l'analyse du poste goulot pour augmenter la productivité, en plus de la mesure du progrès et l'identification des sources de perte. Les équations maintenant, je vous rappelle, voilà, les équations peuvent être, on a 2 équations qui peuvent être utilisées pour calculer le TRS. Je peux utiliser les temps que nous avons déjà vus, le temps, l'équation, le temps utile, je vais faire ça. Est-ce que l'équation va écrire? Une meilleure vision. Donc, pour la première équation qui peut être utilisée, c'est temps utile utilisé pour produire les bonnes pièces conformes au cahier de charge, divisé par le temps requis, qui est le temps théoriquement doit être utilisé pour la production. C'est-à-dire, le temps utile, c'est le temps que nous avons calculé après avoir supprimé les arrêts planifiés d'organisation. Donc, si je divise temps utile par temps requis, je vais trouver la valeur du TRS. Je peux utiliser le nombre de pièces. Donc, le TRS est égal au nombre de bonnes pièces qui vont être vendues parce qu'elles sont conformes au cahier de charge, divisé par le nombre total de pièces qui sont censées être réalisées. Mais je vais m'excuser pour 30 secondes et je reviens. Alors, donc, le TRS peut être calculé en divisant le nombre de bonnes pièces produites par le nombre qui sont censées théoriquement être produites pendant le temps requis.
C'est la première équation qui peut être utilisée. La deuxième équation, c'est en utilisant le taux de qualité, taux de performance et la disponibilité opérationnelle. Le taux de qualité peut être calculé en divisant le nombre de bonnes pièces par le nombre de pièces réalisées, mouche le nombre total de pièces réalisées. Hein. C'est ce qu'on a appelé ici la différence entre temps net et non-qualité. Le taux de performance, c'est le temps net sur le temps de fonctionnement théorique, le temps net sur le temps de fonctionnement théorique, et la disponibilité opérationnelle, c'est le temps de fonctionnement divisé par le temps requis. D'accord? Ou bien, si nous avons d'autres données, on va voir dans le TD que je vais partager à la fin de la séance, si nous avons des données pour calculer, d'autres données pour pouvoir calculer le taux de qualité, de performance ou de disponibilité, on peut les utiliser certainement. D'accord? Donc, un des deux équations, c'est ou bien temps utile sur temps requis ou le nombre de bonnes pièces sur nombre total de pièces censées être produites, ou bien on peut utiliser taux de performance fois taux de qualité fois taux de disponibilité opérationnelle pour calculer la valeur du TRS. TRS, c'est l'indicateur. Est-ce que vous avez des questions déjà? D'accord? Le TRS, c'est l'indicateur le plus utilisé. Mais nous avons aussi deux autres indicateurs qui peuvent être utilisés dans certaines entreprises qui sont toujours liés au TRS, donc liés à la TPM. Le premier indicateur, c'est le TRG, le taux de rendement global, qui est obtenu en multipliant le TRS par ce qu'on appelle le taux de charge. Le taux de charge, c'est une donnée de la direction. Et le TRE, qui est utilisé en multipliant le TRG par un taux stratégique d'engagement qui est aussi une donnée. Le taux de charge, on peut le déterminer. Hein. Le taux de charge, on peut un responsable de production peut le déterminer à partir des données historiques ou à partir des données sur la période qui va venir. Ça, c'est gérable. Hein. Mais pour le taux stratégique, c'est à 100% déterminé, voilà, fixé par la direction. Les responsables de la direction de l'entreprise. Ce qui est utilisé dans l'industrie à notre niveau, c'est le taux de rendement synthétique. D'accord? Vous avez quelques exemples des temps d'arrêt. Si vous êtes intéressé pour une raison ou une autre de définir des temps d'arrêt, vous pouvez utiliser cet organigramme-là. Il y a des temps d'arrêt pour les équipements techniques, certainement. Les objectifs de la TPM, donc, par conséquent, c'est surtout d'avoir la culture de travailler en collaboration. C'est-à-dire, c'est une nouvelle vision. Et si les intervenants dans l'entreprise ne sont pas conscients qu'on doit adopter cette culture-là, ça ne peut jamais être mis en place. Les intervenants dans l'atelier, hein, dans le Gemba, dans l'atelier, ils doivent être conscients de l'importance de la logique de l'application de la TPM. Et par la suite, réaliser une bonne gestion de ressources. Donc, ça permet d'améliorer le savoir-faire du personnel, c'est-à-dire l'intervenant de production, il aura des compétences, par exemple, en maintenance et en qualité et inversement. Ça va améliorer l'efficacité de l'organisation, ça va améliorer surtout, ce qui nous intéresse dans la maintenance, c'est l'état des équipements, c'est-à-dire former, le savoir-faire va avoir une influence sur la formation des conditions d'utilisation des équipements, ça va permettre un meilleur nettoyage de l'équipement et du milieu de travail, donc ça va automatiquement minimiser par exemple le nombre d'accidents, ça permet de détecter des cas prématurés de la dégradation, des dégradations, donc on peut augmenter la détectabilité en mettant en place un bon système TPM ou une bonne méthodologie TPM et en cas de besoin, réparer les défaillances qui ont eu lieu. D'accord? Ce sont les objectifs globaux de la TPM.
une caractérisation très importante de la TPM, c'est que théoriquement, elle n'engendre pas de coûts supplémentaires. Donc, l'application de la logique TPM, théoriquement, ne doit pas engendrer des coûts supplémentaires. Donc, on va s'attaquer au gaspillage, c'est-à-dire on va essayer de minimiser les gaspillages, réduire les temps d'arrêt pour panne et maximiser les cadences, augmenter le taux de qualité également sans investissement supplémentaire. Il suffit de bien former les intervenants. Il n'y a pas d'équipement à acheter, voilà, il n'y a pas d'investissement financier à faire pour dire que je ne peux atteindre les objectifs de la TPM qu'en faisant ça, qu'en investissant une somme d'argent lourde, par exemple, en achetant un équipement coûteux. Donc, un objectif global, c'est de maximiser les performances des équipements et par conséquence de la productivité des bonnes pièces, des pièces de bonne qualité qui sont conformes au cahier de charge, donc qui vont être vendues. C'est travailler dans des conditions proches de l'idéal et desquelles on ajoute à ça le volet sécurité, personnes et sécurité équipement. Donc, comme vos camarades ont dit, les axes de la TPM ou les piliers de la TPM sont divisés en deux familles. Fournir ou obtenir des conditions idéales du travail et assurer une efficacité maximale de la production. Ces deux familles d'objectifs ou de piliers forment les 8 piliers de la TPM qui sont je reviens ici, qui sont pour la première famille, la maintenance autonome. On a discuté tout à l'heure un peu à Doma, donc je vais passer rapidement. La maintenance autonome, la maîtrise de la qualité, la sécurité, santé et environnement. Vous allez avoir tout un module 5e année sur la sécurité et la santé environnementale et l'efficacité des services ou l'efficience même des services. Et là, on parle de TPM au bureau. C'est-à-dire, on peut considérer la même logique de TPM et l'appliquer pour les tâches administratives. Pour l'efficacité du système de production, c'est la maintenance planifiée, l'amélioration au cas par cas, l'amélioration des compétences et la maîtrise de la conception. Lorsqu'on on applique une bonne maintenance sans évoquer la notion de TPM, on s'intéresse surtout à l'efficacité du système de production. Donc, les 4 piliers liés à la technicité des choses. Surtout, on n'a pas la maîtrise de la conception forcément, mais pour l'amélioration des compétences, pour le traitement du cas par cas, pour la maintenance corrective et la maintenance planifiée pour le préventif, pour un bon système de maintenance, on a déjà ça. Ce qui est ajouté pour la TPM, c'est surtout les conditions de travail liées à ces 4 premiers piliers. D'accord? Les 4 piliers sont mis en œuvre pour atteindre 5 principes. Et là, vous pouvez suivre avec les couleurs. Hein? Donc, pour le premier principe de la TPM, c'est atteindre l'efficacité maximale des équipements. Parmi les 8 piliers de la TPM, par cas, parmi les 8 piliers de la TPM, je nomme les piliers qui vont intervenir sur le principe atteindre l'efficacité maximale. C'est la maintenance autonome. La maintenance autonome, par exemple, lorsque l'agent de production, il peut intervenir pour maintenir son équipement. Il va nettoyer son équipement, il va contrôler la qualité de la production de la machine de laquelle il est responsable. D'accord? Donc, le premier principe est atteint aussi lorsque on adopte, voilà, on effectue une bonne planification de la maintenance, une amélioration du cas par cas, une amélioration des compétences des intervenants. D'accord? Pour le deuxième principe de la TPM, démarrer le plus rapidement possible les nouveaux produits et les nouveaux équipements.
Et là, c'est le cinquième principe qui est la maîtrise de la conception. Généralement, les entreprises qui ont un bureau de méthode pour l'étude théorique, la conception des équipements et du produit, il applique très très bien ce cinquième pilier de la TPM. Troisième principe, obtenir l'efficacité maximale des services fonctionnels. Et là, ce principe-là, il est assuré en appliquant ou en mettant en place le septième principe, l'efficience ou la TPM au bureau. C'est le paperasse, par exemple. C'est les procédures d'intervention. C'est informatiser les interventions. D'accord? Pour le quatrième principe, c'est stabiliser la matière, les machines, le milieu, la main-d'œuvre et les méthodes qu'on appelle 5M à un niveau très important. Ce cinquième principe, il est assuré par la maîtrise de la qualité, dans son sens large, la qualité produit uniquement. Le dernier principe, cinquième principe de la TPM, c'est la maîtrise de la sécurité, des conditions de travail et le respect de l'environnement. C'est dans un cadre de développement durable et c'est devenu un principe très important de toute activité industrielle. D'accord? Donc, 8 piliers divisés en 2 familles. La première famille est en relation avec les bonnes conditions du travail. La deuxième famille est en relation avec l'efficacité principalement technique du système de production. Et à partir de ces piliers, en appliquant ces piliers, on va atteindre 5 principes. Les 5 principes sont atteints lorsqu'on applique une famille de piliers pour le premier et on applique un seul pilier pour les principes 2, 3, 4, 5. Donc, TPM, elle est définie par 5 principes, 8 piliers. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Merci. L'année, vous avez un peu plus de détails sur ce que j'étais en train de dire oralement. Vous pouvez le lire dans cette diapositive sur l'explication des 5 principes. Peut-être vous allez trouver des exemples, je ne me rappelle plus, mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Voilà ce que j'ai à vous proposer pour la TPM, les fondations des 5S. 5S, vous connaissez ce que ça veut dire 5S ou pas? Oui, le 5 mots japonais. 5 mots japonais qui commencent par la lettre S et qui ont pour objectif surtout le management visuel. Les 5 mots commencent par S, le japonais, l'anglais ou le français. Les 3 versions qui commencent par la lettre S. Vous allez voir ça dans le système Lean aussi. Donc, par exemple, je ne sais pas au japonais honnêtement, mais je ne me rappelle plus des mots. Pour l'anglais, par exemple, sort, set in order, shine, standardize et sustain. En français aussi, il y a 5 mots qui commencent par la lettre S et qui traduisent le principe de la méthode 5S. Nous avons déjà discuté les niveaux de maintenance dans une logique de TPM et nous avons dit que dans le cadre d'une gestion classique de la maintenance, nous avons 5 niveaux de maintenance. Pour la TPM, nous avons 3 niveaux. Un niveau 3 pour les travaux de reconstruction, de fabrication, de changement de fonction. Un niveau grand 2 pour les interventions qui demandent une certaine compétence et un groupe de travail polyvalent et des équipements plus ou moins spécifiques à l'intervention. Et un premier niveau grand 1 qui consiste à des interventions simples qui peuvent ne pas nécessiter de matériel de production ou même matériel d'intervention et qui ne demandent pas des compétences particulières pour leur exécution.
Donc, le niveau de maintenance, il est principalement défini par la profondeur de l'intervention, c'est-à-dire, par exemple, le coût, voilà, le temps d'arrêt nécessaire pour exécuter l'intervention, par la qualification et le nombre d'intervenants et par l'outillage utilisé. Et là, vous avez un rappel sur les 3 niveaux liés à une logique TPM. Pour réussir une TPM maintenant, nous avons besoin d'une formation des opérateurs, de mettre en place l'expérience et le savoir-faire de chacun, c'est-à-dire exploiter les compétences de mes employés. Et pour pouvoir exploiter ces compétences, je dois avoir déjà une idée sur leurs compétences et avoir la volonté pour l'application de la TPM. On a synchrone maintenant pour la semaine prochaine. Je vais partager avec vous. Ok, je vais partager 2 vidéos sur la TRS, en plus du cours bien sûr et de l'enregistrement, et un TD sur, sur le TRS, un TD sur l'indicateur TRS, surtout pour la disponibilité des équipements, d'accord? Et pour la semaine prochaine, vous n'avez pas de cours, je pense. Voilà, vous n'avez pas de... J'ai une ou la deux? Une, madame, normalement, on n'a pas cours chez vous. Vous n'avez pas cours, donc ça sera pour la semaine d'après. D'accord? Pour la semaine d'après, nous allons avoir la première partie de la FMDS, FMD, sur la sûreté de fonctionnement. D'accord? Vous avez des questions sur la partie TPM et source de perte de temps? C'est clair, madame. Merci, et tu ne me laisses pas seule. Merci beaucoup à vous tous. Je vais partager, peut-être pas tout de suite, l'enregistrement, ça prend un peu de temps pour être envoyé. Le cours, les TD et les 2 vidéos illustratives. Merci et bon week-end. Merci à vous aussi, madame. Merci, madame. Bonne journée. Madame, J'arrête l'enregistrement, je reviens.